troisième et dernière partie de l'African Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Bakary Traoré, journaliste spécialiste du Mali et du Sahel, et de nos éditorialistes Daoud Attal et Samuel Gembok. La lutte contre la corruption progresse au Nigeria. À l'occasion du premier anniversaire de la présidence de Muhammadu Buhari, les autorités ont annoncé avoir récupéré en un an 9,1 milliards de dollars de fonds détournés par la précédente administration. Deogracias Podo. Les autorités nigérianes entendent multiplier les efforts visant à lutter contre la corruption qui constitue un handicap majeur à l'économie de la plus grande puissance économique d'Afrique. Récemment, plus de 9 milliards de dollars provenant des actifs frauduleux ont été remis dans les caisses de l'État. Les autorités ont également déclaré avoir saisi plusieurs biens matériels appartenant à des personnes soupçonnées de fraude. Des mesures que de nombreux analystes estiment salutaires pour la croissance économique du géant ouest-africain. On peut bien se féliciter de ce type d'action qui, à mon avis, pourrait effectivement être une solution assez intéressante pour combattre la corruption dans nos pays. Le Nigeria a eu la chance d'avoir quelqu'un qui est décidé à combattre la corruption. Ça peut être une très bonne solution. Les enfants, il faut avoir des gens qui soient forts et qui soient propres et qui puissent mettre ce type d'action en œuvre. Maintenant, est-ce que le Nigeria, ce que le Nigeria a adopté comme mesure peut être transposé directement dans d'autres pays? Comme tel, oui, c'est une question qu'il faut se poser. Depuis son élection en mars 2015, le président nigérien Muhammadu Buhari a fait de la lutte contre la corruption et la sécurité les principaux objectifs de son mandat. Plusieurs personnalités accusées de corruption et de détournement de fonds publics ont été interpellées par la justice. Parmi elles, l'ancien conseiller en sécurité nationale de l'ex-président Goodluck Jonathan, accusé d'avoir détourné des fonds destinés à équiper l'armée nigériane dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. La corruption n'est plus seulement un fléau qui mine les efforts de croissance économique, mais semble avoir aussi un réel impact sur les défis sécuritaires du Nigeria. La stratégie de Buhari aujourd'hui a voulu forcément faire revenir dans le giron économique et fédéral les sous est en train de prendre une nouvelle tournée, une tournée politique au niveau du Nigeria, et je crois savoir que ça doit pouvoir inciter, ça doit pouvoir faire tâche d'huile au niveau de la sous-région pour que davantage on puisse rapatrier ces fonds aujourd'hui qui constituent des manques à gagner qui, jadis, normalement devraient servir au programme d'investissement public au niveau de nos États. Selon l'ONG Transparency International, en 2015, le Nigeria a été classé au 36e rang parmi les pays les plus corrompus au monde. En mai 2016, la Commission des crimes économiques et financiers a organisé une marche contre la corruption à Abuja, la capitale. Cette commission annonce aussi une initiative de campagne de sensibilisation visant à s'assurer que les enfants et les jeunes rompent avec la corruption, les crimes économiques et financiers dans leur ensemble. Samuel, 9,1 milliards, cela ne représente pas encore tout ce qui a été spolié, mais c'est quand même une grande avancée. C'est une très grande avancée, c'est colossal comme chiffre. Si on doit traduire cela en francs CFA, c'est des sommes faramineuses qui vont d'ailleurs, dans la politique du gouvernement actuel, contribuer à financer le budget de cette année pour notamment les financements hors pétrole, hors ressources pétrolières. Donc c'est vraiment important parce que ça relève là le problème de la continuité de l'État dans nos pays. À chaque fois qu'un nouveau président arrive, à chaque fois qu'un premier ministre ou un ministre ou un responsable administratif de haut rang est nommé, il vient trouver parfois que les services sont complètement dans la précarité. Or, il y a des dotations de l'État. Des gens profitent, ceux qui sont en fonction, de prendre ces dotations, de se les approprier, de les privatiser, alors que ce sont des biens publics. Il en va aussi des budgets, il en va des voitures, tout ce qui est dotation en tout cas. Donc ça pose le problème de la continuité de l'État, et les États ne peuvent pas continuer à se développer s'il n'y a pas la protection du patrimoine national. Ce qui est identifié comme ressource publique, comme bien public, doit être protégé. Et il est hors de question qu'un conseiller technique qui est nommé à un département ministériel arrive et il n'a pas de véhicule de fonction, alors qu'il y a quelques semaines avant sa prise de fonction, il y avait un véhicule pour cela. Donc il y a ce problème de continuité de l'État qui se pose et malheureusement qui va continuer à fragiliser nos États qui sont d'ailleurs censés apporter à construire la solidarité nationale. Alors Daouda, la plupart des biens et des sommes qui ont été récupérés le sont sur le territoire national. Est-ce que l'État nigérian a la capacité de récupérer les fonds à l'étranger ? Alors ça c'est un petit peu plus compliqué Fanny, bien entendu, puisque pour récupérer de l'argent à l'étranger, souvent ça relève, en tout cas pour les causes, c'est
l'évasion fiscale finalement. L'affaire est d'actualité d'ailleurs avec les Panama Papers. Et pour ce genre de choses, il faut des commissions rogatoires, il faut un certain nombre de... il faut d'abord que la justice nigériane soit préparée. Et à mon avis, aujourd'hui, je ne connais pas d'État africain qui est suffisamment préparé pour faire face à l'évasion fiscale, étant donné que de toute façon c'est des montages qui sont légaux, il faut le préciser, que le droit accepte, mais après dans les dispositifs législatifs nationaux, il n'y a pas vraiment véritablement d'outils pour faire face à cela. Après, je pense aussi qu'il y a eu des avancées dans ce domaine au sein même des pays de l'OCDE, des efforts ont été faits pour quand même lutter contre ça, et on sait très bien que l'Afrique perd beaucoup d'argent à cause de ça. Donc ce serait très difficile pour Mohamed Bouhari de récupérer tout cet argent qui est parti et qui devait se retrouver malheureusement dans les caisses de l'État. Samuel, l'ancien président Goodluck Jonathan, il vient de dévoiler, c'était ce mardi, qui faisait l'objet d'une enquête pour corruption. Est-ce qu'on va vers des procès des personnalités de l'ancien gouvernement ? Je pense qu'il faut le faire. Pour impulser une nouvelle dynamique, il faut assainir tout ce qui n'a pas fonctionné. Il faut mettre à plat tous les dysfonctionnements qui bloquent le fonctionnement de l'État. Je pense qu'il faut le faire. Le fait d'établir des procès pour les anciens gouvernants donnera aussi des leçons ou permettra de sensibiliser ceux qui sont au gouvernement actuel, de pouvoir faire très attention avec les biens publics. Je pense que s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour mener la guerre contre la corruption, c'est bien le président actuel, Mohamed Bouhari, puisqu'il s'est identifié, il s'est incarné par la lutte contre la corruption depuis sa première présidence, depuis sa première administration. Donc je pense qu'il a suffisamment de profil, il a les compétences nécessaires. J'espère juste qu'il aura une équipe qui pourra l'accompagner. Merci. La dette publique du Congo s'est accrue en 2016. Celle-ci s'élève désormais à 4,6 milliards de francs CFA. Selon le Fonds monétaire international, l'endettement du Congo s'expliquerait par la politique de construction de nouvelles infrastructures engagées depuis plusieurs années par le gouvernement. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Le Congo est le 6e pays le plus endetté de l'Afrique subsaharienne en 2016. Selon les statistiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, la dette publique du pays est estimée à 4,644 milliards de francs CFA. Jusqu'au 31 mars dernier, le gouvernement, quant à lui, estimait la dette à 2,785 milliards. Pour le gouvernement congolais, la hausse de la dette publique a permis de réaliser des projets de développement. Cet endettement-là est vertueux. Donc moi, je dirais, si l'endettement du Congo a pu augmenter ces dernières années, ce n'est pas parce que nous avons eu plaisir à nous endetter, c'est qu'il y a très nécessairement la nécessité d'assurer la mise en place d'infrastructures de haut niveau pour permettre l'émergence. Et l'activité économique, la diversification de cette activité-là vont permettre que cette dette soit soutenable. Lors de la présentation du programme d'action du gouvernement à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Clément Mwamba affirmait qu'en 2015, les revenus pétroliers ont chuté de 65% et les recettes publiques d'environ 43%. Ainsi, la chute du prix du baril de pétrole a conduit le gouvernement à entrevoir une réduction des dépenses du budget d'environ 9%. L'augmentation de la dette du Congo pourrait avoir des conséquences néfastes. Cependant, les économistes ont quelques pistes de solutions. La mise en place d'un programme d'urgence qui comprendrait des réformes visant à réduire de façon significative les dépenses publiques et à accroître les recettes budgétaires, les recettes fiscales et douanières. Deuxième moyen, à terme, c'est de mettre en place un budget structurel. C'est d'ailleurs une des propositions qui a été faite par la Banque mondiale dans son rapport sur la situation économique et financière de l'État. L'Afrique subsaharienne connaît une croissance en baisse de 3%. La situation budgétaire difficile que vit actuellement le Congo a fait l'objet lors du dernier Conseil des ministres de l'examen d'un projet de loi portant loi de finances rectificative pour l'année 2016. Daouda, on entend le ministre de la Communication, Thierry Mungala, dans le reportage. Il parle d'endettement vertueux. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Bon, l'endettement vertueux, c'est une dette qui permet de réaliser un certain nombre de choses intéressantes théoriquement pour la population. Maintenant, là, on montre sinon c'est de l'endettement vicieux. Maintenant, on montre des infrastructures. Je pense que c'est une bonne chose pour un pays de développer des infrastructures, puisque c'est une étape fondamentale pour aller vers le développement. Ceci dit, je pense également que quand on s'endette, on doit aussi développer des projets qui garantissent une croissance inclusive, c'est-à-dire des projets qui permettent aux populations d'améliorer leurs conditions de vie en matière d'éducation, de santé, etc., l'entrepreneuriat et tout ça. Donc les infrastructures, c'est bien, mais comme on dit en Afrique, les routes ne se mangent pas. Donc à un moment donné, c'est bien aussi d'investir, par exemple, dans l'agriculture, dans un certain nombre de secteurs productifs. Je pense que, bon, même si ça arrive un petit peu après, là, le gouvernement doit quand même comprendre cela et semble le comprendre. Maintenant, 43% de baisse de recettes publiques, étant donné qu'un budget est principalement fait de recettes publiques, ça semble quand même très très difficile de trouver une autre solution que de s'endetter. Pour terminer, je dirais quand même qu'à condition que l'argent soit bien utilisé, c'est ça qui est important, mais la dette est très élevée. Une dette très élevée, le risque c'est que le service de la dette grimpe, c'est-à-dire le nominal que l'on paye sur ce que l'on emprunte plus les intérêts, et comme ça, espérons que là on parle de dette vertueuse, espérons qu'elle ne deviendra pas vicieuse. Samuel, est-ce que ce n'est pas un danger à terme pour les pays africains de recourir à chaque fois à l'emprunt pour financer leurs grands projets ? Je pense que tous les États du monde recourent aux grands emprunts, ce qu'on appelle les grands emprunts, qui permettent de cibler des projets stratégiques, dits stratégiques, qui permettent de booster la croissance économique d'un pays. Mais comme Daouda le disait, tout dépend de l'orientation que l'État se fixe pour utiliser ses ressources. Si elles sont investies dans des secteurs productifs, tant mieux. Il y a le développement des infrastructures. Et comme je le rappelais il y a quelques jours, les infrastructures, c'est toujours très bien de les développer. Il y a des effets directs, il y a des effets directs à court terme et il y a des effets directs à moyen ou à long terme. Direct, c'est que dans la construction des infrastructures, on embauche des ouvriers qui peuvent permettre de mettre en place ces infrastructures. À long terme, c'est l'activité économique des localités qui peut être boostée. Mais encore une fois, si, comme Daouda l'expliquait très bien, plus la dette est élevée, moins l'État a la capacité de refinancer son processus de développement. Et donc, il faut absolument mettre en place une rigueur budgétaire. Est-ce que les États africains sont préparés à mettre en place des politiques de rigueur budgétaire? À ce niveau, je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir. Daouda, alors l'une des solutions avancées par l'économiste qu'on entend dans le reportage, c'est de mettre en place un budget structurel comme solution. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Un budget structurel, c'est un budget qui vise plutôt, à mon avis, déjà une vision à long terme, contrairement à des dépenses conjoncturelles. Moi, ma compréhension de la chose est celle-là, c'est-à-dire de s'inscrire dans une dynamique plus durable, avec des recettes plus durables, puisque le pétrole a chuté. Donc, il faut aller chercher des niches de recettes plus durable, et on en revient à la même question de l'entrepreneuriat, ce qui permet à l'État de à la fois créer des emplois et d'avoir aussi des recettes fiscales en termes d'impôts. Et puis voilà, il faut multiplier les sources de financement tout simplement pour s'inscrire dans le caractère structurel du budget. Merci, c'est à présent à la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 3e volet de cette semaine consacrée au Mali. Bakary Traoré, merci d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. Daouda, merci également. Merci Fanny, c'était un plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis je profite de l'occasion pour souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans du continent. Et Samuel, merci d'avoir été là. Merci Fanny, bonsoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.